Salut! Salut, Buried Alive. Enterré vivant. Une bonne In petite your house. surprise, ce show. Ouais. Et puis alors, au-delà de ça, enfin, je veux dire, Buried Alive, c'est à peine plus long qu'un Nitro, quoi. Exactement. Mais là, moi, Celui-ci, on en a déjà parlé, je suis en amour devant le format de ces shows, 1h45, du catch, très digeste, ça passe correctement, 5 matchs, format parfait. Ouais, très bien. Et j'en avais franchement très peu de souvenirs. Si ce n'est un souvenir plutôt négatif pour le main event, eh bien, c'était une bonne surprise pour tous les matchs dont j'avais pas de souvenirs, et c'était une bonne surprise pour le main event sur lequel, dans mes souvenirs en tout cas, je considère que je m'étais trompé parce que c'était de loin pas aussi horrible que ce qu'on pourrait en attendre quand on voit un match enterré vivant avec Undertaker et contre un autre mec, quoi. Pas que je crache pas sur Undertaker, mais je veux dire, c'est comme les ambulance matchs. Je veux dire, il y a quand même 100 fois sur 100 où c'est à peu près horrible, quoi. Oui, tu as des limitations en termes de stipulation qui font que c'est quasiment impossible de faire un bon match. Et là, franchement, ils nous ont largement, pour le premier, ils nous ont largement contredit. C'était un très bon main event, même, j'ai trouvé. Ouais. Le show commence avec un récap de la feud qui utilise la même musique qu'ils vont utiliser l'année prochaine au Survivor Series 97 pour la feud Mankind Kane. J'aime beaucoup cette musique. Oui. Et oui, le vidéo package, le show porte bien son nom, hein, parce que rien d'autre n'est mis en avant. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est Buried Alive, c'est Undertaker contre Mankind, quoi. Il n'y a rien d'autre dont on parle. Mais on commence quand même avec Austin contre Triple H. Austin qui devait affronter Savio Vega. Oui, on a déjà, hein, si je peux me permettre, parce que comme dit, on en avait parlé pendant la Monday Night War, ça va devenir central, mais dès le début du show, dans l'introduction de Vince McMahon et Jerry Lawler, on a le début du fil rouge de merde avec Jim Ross, parce que dès le début du show et des présentations faites, il n'a pas de micro dans la main. Oui. Et donc, tu vois qu'il s'énerve en disant putain, mais pourquoi vous avez des micros et pas moi? Il se plaint évidemment de ne pas avoir de micro. Et donc, Jerry Lawler, il fait allez, c'est bon, ta gueule, si tu veux, je te donne le mien. Et au moment où Jim Ross peut dire bonjour à tout le monde, on lance le début du show. La colère de Jim Ross commence à monter. Austin contre Triple H dans un très bon opener. Oui, très bon opener. D'ailleurs, quand Jim Ross a les problèmes de micro, Vince McMahon, il fait son rire de beauf là. Ouais. Comme si c'était... Oui. Ah ouais. Donc, oui, alors, Austin devait affronter Savio Vega. Hein. Oui. Tout à fait. Savio Vega blessé au dernier moment, remplacé par Triple H. Et malheureusement, en 96, c'est la condition sine qua non pour que Triple H puisse faire partie d'un pay-per-view, quoi. Ouais, il faut qu'il y ait un blessé de dernière minute. Oui, voilà. Ouais. Oui, non, mais il faut qu'il y ait un blessé de dernière minute pour que. Alors que on le voit là quand même dans ce match, c'est quand même déjà un très 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 bon worker. En termes de selling, c'est peut-être un des meilleurs de la fédération, hein, déjà à ce moment-là. Voilà. Il vient avec une pépé accrochée à son bras. Si j'étais elle, je ferais gaffe. Si j'étais elle, je mettrais des menottes. Je sais pas les menottes, ça n'a pas marché. Alors qu'est-ce qui peut être au-dessus de la menotte en termes de sécurité? La fistinière. Ah, ok. Ouais. Ah, pardon. La chapelle fistine. Ouais. Au premier rang, je sais pas si tu les as captés, on a une espèce de Wayne's World côté gauche. Oui. Et du coup, c'est très drôle parce que il y en a un qui est vêtu d'un t-shirt rouge, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Et ça m'a vraiment fait rire parce que tu vois toute la beaufrie de Jerry Lawler. Tu as Jerry Lawler qui dit ouais, en gros, il croit que c'est un couple. Et je pense que c'est vraiment spontané. Je pense qu'il croit vraiment que c'est un homme et une femme. Parce que donc le gars a les cheveux longs, etc. Et donc il fait ouais, c'est un couple, etc. Et donc il dit elle. Et donc Vince lui fait non, je crois pas que c'est elle, je crois que c'est il. Et là, t'as Jerry Lawler qui éclate de rire, quoi, genre ah putain, c'est un garçon, quoi, quelle merde. Mais vraiment, tu vois que là, ils sont pas du tout dans des persos et que c'est vraiment Jerry Lawler qui a un beauf comme c'est pas permis. Et franchement, c'est incroyable. Jerry Lawler aux commentaires, tu te dis putain, il force vraiment pas beaucoup le trait parce que. Mais de manière générale, quand même, dans la foule, il y a quand même une sacrée ribambelle de mulets de compétition et de mecs qui ressemblent plus à Jackie Grimaud que Brad Pitt, quoi. Ah bah écoute, on est dans l'Indiana, hein.
On n'est pas qu'en terre de Reggie Miller, hein, on est en terre. Tu es En terre familier avec Reggie cuite. Miller? Comment? Tu es familier avec Reggie Miller? C'est pas un joueur de foot Pas un joueur américain de football américain là ou... black qui a catché en 98, 97? Non. Non, Reggie Reggie Miller? Miller avait à peu près mon physique, donc il pouvait pas catcher. Alors, Reggie Miller. Ah oui, non, c'est un basketteur. Tout à fait. Connu pour avoir une feud avec Spike Lee lorsqu'il était présent au Madison Square Garden. Comme dans le contrat. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah non, je suis pas d'accord. Spike Lee. T'as pas dit zip? Ah putain. 10 zip? C'est dans La Vérité si je mens. Ah non. Ah, Jamais tu n'as pas vu. de référence. Quoi? Non. Dis Wool Dioul là. Tu n'as jamais vu La Vérité si je mens? Non. Par choix ou par manque de Bah temps? écoute, non. Bah par choix, enfin je sais pas, moi c'était c'est sorti quoi à la fin des années 90, non? Ouais. Ouais. Non, bah quand je voyais les extraits, moi j'étais consterné que ça puisse être considéré comme un truc drôle, quoi. Donc ça m'a toujours. Quand je voyais les D'accord. extraits, je me disais, ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Ah écoute, il est plutôt sympathique, le premier en tout cas. D'accord. Ah, il y a eu d'autres alors, j'en conclus. Ah oui, je crois qu'ils en ont sorti plein là, et puis encore un remake il y a quelques années, genre La Vérité si je mens 20 ans après ou je sais pas quoi là, des trucs qu'il ne faut pas faire. Bah après, tu sais, j'ai travaillé en tant que conseiller professionnel à Société Générale près du Sentier. Donc finalement, Mmh. c'était un peu La Vérité si je mens dans mon bureau. Voilà, Serge Benamou était présent dans ton quotidien. Bah on avait la famille Vax, on avait Franck Faluel, qui était un fils de pute énorme, qui Franck une fois m'a Farina. menacé. Ouais. On a eu, comment il s'appelait la famille Attali, eux ils étaient super cool. Ah! Euh, Comme quoi, hein. ah bah non, mais bah. C'était bien les seuls hein, parmi mes clients. Ah oui, non, mais c'était bien les seuls parmi les Atali surtout. Ah, j'en connais que deux. Je connais l'enculé et je connais eux. Voilà, c'est ça. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe dans ce show? Eh bien, Heu, Mr. Perfect vient chercher la pépé. Et oui, moi alors, j'avais quand même marqué que pendant l'entrée de Triple H, tu as une, ah! moucheron. Ouais, Ah bah là, moucheron. tu l'as eu avec une telle rapidité. Pendant l'entrée de Triple H, tu as une promo de Austin qui est déjà, comme d'habitude, merveilleuse, En mode mais Austin. oui, et il rentre dans ce que va devenir son personnage parce que ça blâme Bret Hart et ça hype Triple H, donc déjà ça c'est déjà bien fait. Mais ensuite il dit surtout si mon langage et mes gestes vous correspondent pas, vous pouvez kiss my ass, tu vois. Donc là c'est vraiment genre je vais faire des fucks, j'en ai rien à foutre, j'emmerde la WWE, etc. C'est la première fois qu'il a ce type de discours, je trouve. Oui. Alors, dans ce match, deux choses. Oui, Une qui n'est pas liée à Austin et une qui le sera. Donc, oui, quand Mr. Perfect vient chercher la pépé, oui. je sais pas si tu as capté le body language de la meuf. Dis-moi. Elle commence à rejoindre Mr. Perfect avant même qu'il l'ait regardé. C'est-à-dire qu'il fait le tour du ring, genre comme ça, tac, tac, tac. Et donc, au bout d'un moment, il tourne autour d'un poteau et il fait la dernière longueur de ring vers la nana. Avant même qu'il soit vraiment. Que son rôle devienne présent physiquement dans le fait de récupérer la pépé. La nana, comme elle est aussi HS que le personnage qu'elle est censée camper, hein, quand même, Oui. elle se dit bon bah voilà, c'est l'heure de partir. Et elle marche genre C'est prête la à être cue. emmenée quoi. Non mais tellement ridicule quoi. Ah non, mais cette histoire de Pépé là, franchement, c'est de semaine en semaine de mieux en mieux. Ouais. Vraiment. Vol de Alors Pépé, toujours plus qualitatif. et alors le finish. Moi ça faisait longtemps que j'avais pas popé, mais je m'étais dit mais comme il est génial ce finish. Oui. Est-ce qu'il t'a aussi chamboulé comme moi ou pas? Comment ça chamboulé? Qu'est-ce que ça t'a créé comme, émotion? Eh ben donc, il y a Triple H qui est comme ça dans les cordes. Enfin, il rebondit sur la. Enfin, il est, comment dire, il est accoudé sur la. Esselé Oui.
sur la deuxième corde. Austin court dans les cordes un petit peu comme Kevin Nash ou comme lui, comme il le fait, mais Triple H esquive. Ce qui fait que Austin tombe les 2 jambes sur la deuxième corde. Et donc à ce moment-là, la foule genre s'esclaffe un petit peu, genre ratage. Sauf que Austin, il attrape un peu la troisième corde, il rebondit le cul sur la deuxième et il retombe sur ses pieds au milieu du ring. Et là, il dit à voix haute "Fuck you". Et là, la foule, franchement, la foule qui venait de se moquer de lui, pop en se disant "Putain, le gars, comme il est cool". Et là, Stunner est fini. Oui. Ah, c'était vraiment mais génialissime ce côté genre je retombe sur mes pieds et je vous dis fuck you, et c'est la première fois que vraiment on entend de manière très intelligible un fuck you avec les fuck qui sont faits présenter directement à la foule, quoi. Oui, c'est ça, et ça va te perdre du coup ça fait écho à la promo qu'il fait avant le match, où là tu sens qu'ils vont vers un personnage qui sera irrévérencieux, n'est-ce pas? Et franchement, c'est vraiment cool. Et là, on a 2 heels, mais les gens adorent Austin. Ça commence à devenir un face involontaire. Par contre, tu vois que Triple H, quand même, quand tu vois l'overness qu'il aura plus tard avec la DX et tout, il repart de très très loin. Tout comme d'ailleurs Austin est parti de très loin, parce que quand il a débuté, on était les premiers à dire putain, on entend les mouches voler quand il y a les matchs d'Austin. Là, c'est pareil pour Triple H. Hein. Je trouve que là, il repart de zéro niveau overness avec cette espèce de deuxième carrière WWE après sa punition là. Et toujours un peu en cours, hein, mais bon, là, on lui laisse quand même du temps pay-per-view de montrer que c'est quand même un grand catcheur, etc. Mais la foule, on n'a rien à foutre de lui, hein, vraiment. Ouais. Tout comme Billy Gunn n'en a rien à foutre de son frère. Bah, c'est ça. Alors moi, j'ai trouvé que c'était bizarre pour parler de structure un peu de ce show. Le premier match, c'est heel contre heel, et là, c'est aussi globalement heel contre heel. Par contre, et c'est là que je fais le parallèle avec ce qui s'est passé avant, c'est que t'as pas Austin, quoi. Et donc... ça marche moins, quoi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas Austin qui fait pouper les gens quand même, parce que là, le Bulldog est heel, Owen Hart est heel, Billy Gunn est heel, et on va dire que le seul face, c'est Bart Gunn, mais tout le monde s'en branle de lui. C'est compliqué de débuter un show comme ça, où là, tu as 6 catcheurs qui ont été présents, et globalement, tu as 5 heels et un no-name dont tout le monde s'en branle. Oui. Donc il y a une interview avec Billy Gunn qui conjugue tout ce qu'il dit au nom de l'équipe, mais il le conjugue à la première personne du singulier. Tout à fait. Et il dit aussi que l'élément central, c'est non pas de regagner les ceintures pour devenir champion, mais de regagner les ceintures pour reconquérir Sunny. C'est Sunny l'objectif, c'est pas la ceinture en soi. Donc évidemment, dissension, début de dissension. Moi, j'ai bien aimé parce que c'était le doc. Il y avait le doc. Le doc est tellement peu présent que quand il est là, moi, je suis content. Et Sunny, elle va être pendant... C'est presque... Ouais, ce match pour les titres, oui, il y a vraiment rien à en retenir, on va dire, à part Sunny qui regarde dans les vestiaires et qui est d'une nullité au niveau de l'acting. Donc elle regarde le match à la télé. Ah oui. Ces petits regards sexy en coin. Et elle fait comme ça, elle fait... Je suis vraiment tourmentée par mes sentiments. En fait, on ne sait pas par quoi elle est tourmentée. Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'elle se lèche littéralement le doigt. Ah bah écoute, pour une fois que c'est le doigt... Hein. Et que visiblement, c'est comme ça qu'elle joue le tourment. Parce que l'émotion, c'est vraiment le tourment. C'est genre, que faire si jamais les Smoking Guns gagnent? Que faire? Se rapprocher du micro, je dirais. Ah, je suis très proche. Elle est également en nuisette, hein, il faut le signaler quand même. Elle est en nuisette pour regarder. Oui, mais bon, tu sais, ça. Le tourment doit être joué en nuisette. Moi, j'ai rien. Oui, il n'y a rien dans ce match. Owen Hart a coupé les cheveux, c'est le seul truc. Ouais. Ça y est. Et par contre, j'ai beaucoup. Bon, la construction du match, c'est d'accentuer progressivement les dissensions entre les Smoking Guns. Tu as des collisions involontaires, des trucs où tu vois qu'ils sèment des graines d'une rupture inévitable qui va arriver très rapidement. Le finish, est-ce qu'on en parle? Oui, vas-y, parle-en. Mais je voudrais juste avant ça préciser que même s'il n'y a rien de spécial à évoquer pour ce match, c'était quand même un bon petit match propre type WWE qui essaye de faire un peu mieux en pay-per-view qu'à Raw. Oui, bah après, tu vois, la qualité des catcheurs présents qui permet de cruiser un petit peu. Je suis désolé, j'ai une chatte j'ai dans, un la chat gorge. dans la gorge. Ah, exactement. Mais ça change. Aïe, 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 aïe. Bref,
Le finish donc des Smoking Guns, c'est donc le Sidewinder où tu as, je crois que c'est toujours Bart qui tient en position de backbreaker et tu as Billy Gunn qui monte sur la troisième corde pour faire une descente de la cuisse, n'est-ce pas? Là, on est en setup exactement pour porter cette prise. Sur Owen Hart, tu as le British Bulldog, petit filou, et est-ce que tu es d'accord avec moi? On est censé... Enfin, il le fait de manière sans être vu. C'est-à-dire qu'il est derrière, il vient derrière Bart Gunn qui donc tient Owen Hart en position de backbreaker. Non, mais pendant 1 heure? Pendant 1 heure. C'est-à-dire qu'il le tient. Donc là, il est stoïque. Il le tient par la ceinture. En fait, alors, il faut bien se dire aussi qu'il est semi-accroupi comme ça. Oui, et en mode caché. Billy ne le voit pas. Pour être caché, voilà, derrière, pour ne pas que le sauteur de la troisième corde le voie. Sauf que déjà, l'autre, avec la hauteur, 1m90 debout sur la troisième corde, forcément, tu as une vue plongeante, tu vois, tu es en mode drone. Mais non seulement ça, mais en plus, il tient le froc de l'autre, genre, je tiens le froc, dès que ça bouge, je le tire, mais ça dure... je sais pas, 6-7 secondes, ce qui est une éternité quand tu tiens le froc d'un mec, et au bout d'un moment, tu dis, fous-moi la paix, là, putain, je catch. Exactement. oui, donc on est d'accord que c'est vraiment vendu comme une surprise. C'est-à-dire, quand il le tire, on ne l'avait pas vu venir avant. Enfin, c'était écrit comme ça, en tout cas. Mais le sauteur, c'est impossible qu'il ne l'ait pas vu, et le teneur, c'est impossible qu'il ne l'ait pas senti. Il lui attrape le froc. Donc le British Bulldog arrive beaucoup, beaucoup trop tôt, ce qui fait qu'il le tient par le froc pendant, comme tu l'as dit, 6, 7, 8 secondes, où il ne fait rien à part le tenir, en disant, dès que Billy Gunn va sauter, je vais le tirer en arrière. Et donc là, il le tire en arrière, El Floco, exactement. Et là, tout le monde joue la surprise. Genre, ah putain, on n'avait pas vu le Bulldog. Ouais. C'est très, très, très rare que des finishes soient autant de la merde à la WWE. Oui, à la WWE. En plus, en pay-per-view, là, j'ai trouvé que c'était évidemment extrêmement WCW. Mais la WWE, alors autant elle a ses défauts qu'on n'arrête pas d'évoquer toutes les semaines, autant ce genre de choses, d'habitude, elle ne nous y habitue pas. Surtout que là, c'est quand même des vrais gros professionnels et que c'est le British Bulldog là qui fait n'importe quoi. La superstar online. Avec Triple H et... le téléphone rouge de Secret Story accompagné de Raymond Rougeau. Mais oui, Jean. Oui. Oui. Ils sont champions de quoi, les deux sacs à graillons, là? Du catch. On est à l'événement payant chez vous, in your house. Enterré vivant. Punaise. Dis donc. Et donc, oui, alors on l'a pas dit, mais donc pendant le premier match de Austin Triple H, problème technique de Jim Ross. Dès qu'il parle, ça fait des bip bip et ça coupe, etc. etc. Ça continue pendant le match par équipe. Suffisamment pour que maintenant, à la fin de ce match par équipe, Jim Ross dise maintenant ça suffit, il monte dans le ring. Et là, il dit voilà, on m'empêche de parler, etc., etc. Demain, je vais vous annoncer un truc, il y a Bret Hart qui revient et c'est grâce à moi. Et tu dis mais quel est le rapport? Quel est le rapport? Moi, je te donne le rapport, c'est la suite. Parce qu'il dit que Bret Hart va venir avec une pelle pour enterrer plein de mecs. Et que ça va shooter. Donc, peut-être que Bret Hart, comme ça, il a une vocation à dire la vérité, dire les 4 vérités à tous les mecs qui peut-être le méritent, comme le fait Jim Ross depuis quelques semaines. Moi, j'ai trouvé que c'était... Alors, on est les premiers à être agacés par les storylines qui sont évoquées aux commentaires qui n'ont rien à voir avec le catch qui a lieu dans le ring. Mais là, par contre, dans ce show, c'était vraiment, vraiment, vraiment très chiant, j'ai trouvé. Parce que là, tu pouvais pas faire comme toi ce que tu fais apparemment en disant j'écoute même pas ce qui se dit et j'essaie de me concentrer sur le catch. Parce que là, j'écoute pour le podcast. Tu avais des coupures de son qui étaient vraiment, vraiment très chiantes. Ils ont simulé des faux problèmes techniques pendant 40 minutes. Eh ben écoute, ça c'est un avis que partage Jimby qui était exaspéré par ce truc quand on l'a regardé ensemble. Et moi, franchement, ça m'a absolument pas dérangé. Ah putain, moi ça m'a vraiment fait chier parce que comme dit, 40 minutes de bip bip, le son qui coupe, etc., etc. Et tu dis, ok, on a compris votre point. Vous voulez faire chier Jim Ross. Est-ce qu'il y a besoin de le faire pendant 2 matchs pleins? J'ai trouvé sur un pay-per-view qui dure 1h45, il faut bien le dire quand même. Ça dure 40 minutes. Ouais. Moi, honnêtement, ça m'a pas dérangé.
Au moment où ça a commencé lors du deuxième match, je me suis dit putain merde. Alors là, franchement, c'est vraiment de la merde. Ça nous a déjà gâché un petit peu Austin Triple H, en tout cas moi personnellement, que ça, on a compris l'idée. Pas besoin de le faire sur un deuxième match en entier. Donc oui, ça c'était un peu trop présent, un peu trop présent. Qu'est-ce qui se passe Ah oui, on a plutôt dans les vestiaires Farouk et Ahmed Johnson qui se bagarrent. Ouais. Attaque de Ahmed via madrier. Le 2 par 4. Le 2 par 4. Et donc Farouk est out pour son match contre Marc Mero. Ouais, donc on garde la feud active alors que en dehors de cette feud qui n'existe pas en fait, vu que l'autre est blessé, il se passe rien. Enfin, Farouk, effectivement, si tu enlèves le truc avec Ahmed Johnson en coulisses, Farouk n'existe pas, quoi. Enfin, il aurait dû exister ce soir. Tout à fait. J'ai noté que d'une manière que j'ignore complètement, ils ont réussi à changer le casque de Farouk en le rendant pire qu'avant. Ah ouais. Parce qu'il est élastique maintenant. Il est accroché comme les masques de Rey Mysterio, tu vois. Il est fermé là en bas. Et il est élastique, et alors il est plus en mousse que jamais, et du coup il est beaucoup plus proche du crâne, tu vois. Il est pas du tout épais en fait. Je ne comprends pas. Je me dis putain, en fait ça fait plusieurs fois parce qu'ils lui ont changé de couleur, ils ont changé la texture, là ils changent l'élastique de devant. Je pense qu'ils savent qu'il y a un problème de casque parce qu'ils le modifient toutes les semaines, mais qu'ils se disent pas, on pourrait simplement l'enlever en fait. L'enlever, voilà, c'est ça quoi. Parce que le problème est le casque. Donc, mais ce qui me fait rire, c'est que tu vois qu'ils ont conscience qu'il y a un truc qui va pas. Ils essayent de modifier en empirant la situation chaque semaine, mais ils n'ont pas la présence d'esprit de se dire, franchement, on s'en branle s'il a pas de casque, le gars, en vrai. Donc oui, bon, bref. Farouk est remplacé par Goldust pour le match, pour le titre intercontinental qui arrive. Oui, alors avant ça, il y a de nouveau un truc sur l'histoire de Mr. Perfect qui va catcher demain à Raw contre Triple H, blablabla, c'est son retour. Donc là, depuis un mois, Mr. Perfect est quand même extrêmement central dans... Ouais. Alors que, bon, toi, c'est pas ton année, mais de mes souvenirs, et ça a été un petit peu confirmé par Dimby pendant qu'on discutait là, Mr. Perfect sur Canal+, il n'existait pas, le mec. Hein. Mais oui, peut-être qu'ils avaient les trucs avec un peu de retard et qu'ils voient bien que tout ça ne mène à rien. Donc du coup, ils le diffusaient pas. Ça mène... Spoiler, non, il n'y a pas le match à Raw. Ouais, putain, mais alors ça j'avais fait une petite recherche, genre, ah tiens, c'est cool qu'il ait recatché qu'une fois, et en fait, tout ça, c'était de l'enculerie intégrale, quoi. Exactement. Mais vu qu'il y avait quand même un retard sur Canal, peut-être que justement, ils voyaient la finalité et ils ne diffusaient pas. Oui, mais le temps que la finalité, le truc commence déjà. Il y a suffisamment de semaines pour que malgré leur retard, il y ait quand même le... Je sais pas. Ouais. Ça peut se tenir, mais je sais pas s'ils envoyaient les cassettes... Si ça mettait autant de temps, est-ce qu'ils envoient les cassettes à Canal+ pour la diffusion? Je sais pas. J'essaye de comprendre la démarche de Canal+. Je n'aimais que des hypothèses. Ouais. Tu as bien aimé Marc Mero contre Goldust? Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai mis que déjà la promo de Marc Mero avant le match, est-ce que tu te souviens ce qu'il a dit? Je me souviens pas de ce qu'il a dit, mais parce que je ne fais que regarder ses yeux et de me dire, putain, je comprends pas comment ce mec-là peut être un catcheur populaire. Eh bien, il dit qu'il va être Intercontinental Champion of the World. Bah, la WWE, c'est le monde. Dans ce match, on voit aussi qu'il y a le couple rose et vert, enfin le couple rose et jaune qui aujourd'hui est rose et vert. Bon, on est dans la zone, hein. On est à... que la zone, c'est l'Amérique. Ouais. Non, mais on est à 3 heures de driving distance de l'Ohio, approx. De Cleveland, oui, tout à fait. Ouais. Lawler parle des lèvres de Sable. Alors, Lawler dit un truc extraordinaire. Moi, j'ai vraiment éclaté de rire. Est-ce que tu as noté? Concernant les lèvres de Sable? Non. Ah. Où tu as Vince qui d'ailleurs fait un rapport qui est plutôt... il essaye de rendre le truc très professionnel et très sportif en disant que voilà, Marc Mero est un athlète et qu'il s'est préparé pour Farouk. Et il nous évoque de manière assez intéressante, je trouve. Enfin, moi, j'aime bien cette perspective-là de nous expliquer en quoi, pour un athlète, ça a changé la préparation et que du coup, Marc Mero s'était préparé
pour Farouk et que là, on lui présente Goldust et donc du coup, il est quand même en gros désavantage et je trouve qu'on en parle jamais dans le catch de ça. Là, en fait, tu as Goldust à la place de Farouk, c'est pas du tout la même chose alors que tu l'apprends le jour même, tu vois. Et Oui. donc, voilà. Donc, la thématique, c'est ça. Il fait oui. Et là, il n'y a pas de point commun entre Farouk et Goldust. Et Jerry Lawler, il dit si, pounding. Et c'est tout. C'est-à-dire les coups de poing? Bah oui, mais pounding, c'est aussi Le en poids? termes sexuels, baiser, quoi. Ah, le zeb. Ah oui, d'accord. Donc, il fait si, pounding. Et là, il y a un blanc de 5 secondes. Et après, ça enchaîne. Et tu vois que Vince, il se dit putain, merde. J'ai pas capté Donc, il dit ça. Par voilà. contre, j'ai capté que ouais, Jerry Lawler, il parle des lèvres de Sable en disant elle s'est faite refaire les lèvres, alors que même si c'était vrai, c'était quand même extrêmement soft. Hein. Enfin, c'est C'était pas discret. voilà discret. Et j'ai bien aimé parce que c'était, ça fait du bien d'être plongé dans un monde où comment dire, où c'était l'inverse du bon sens que de se triturer la face pour ressembler au Bogdanov, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Le match, oui, où on a quoi? On a la méthode de Goldust face à la folie et les pirouettes de Marc Mero. Mhm. Mhm. J'aime toujours le passage de la VS, là, où Goldust prend le micro pour Ouais. dire si vous vous taisez pas, je viens tous vous rouler une pelle. Et ça marche Ah, mais magnifiquement. comme ça chauffe direct, quoi. Là, on est chez les ploucs de chez les ploucs, là. Direct, c'est. Oui, mais Et justement, il faut profiter de ça. il prend un de ces putains de. Comment ça s'appelle? De surpassement, Goldust, à un moment. Dis-moi. Assez rare pour lui. Ouais, il a vraiment décollé. Élévation. Ah ouais, élévation. Comme disaient les collégiens sémites. Putain, Waouh. Les collégiens sémites. Donc, oui, et donc la foule était pas non plus, à part l'invective de la fin de Austin, la foule était quand même un petit peu en deçà, hein, niveau ambiance. Et Mhm. donc là, vu la manière dont ils réagissent au truc de Goldust, on sent que même chez les bouseux du fin fond des États-Unis, ils ont envie de voir quelque chose de différent et quelque chose de différent qui va aussi qui va les obliger à interagir avec le produit, au-delà Mhm. de encourager les gentils et siffler les méchants. C'est très vrai. C'est très vrai. Mais oui, mais de toute façon, moi, tout ce qui touche au personnage de Goldust est merveilleux et hyper bien foutu. Par contre, je trouve que tout ce qu'il fait dans le ring est quand même toujours encore assez chiant à cette époque-là. Ouais. Et là, en plus, vu que tu as Marc Mero qui fait tout et n'importe quoi, parce que moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec Marc Mero, hein, de plus en plus. Là, depuis qu'il a pris son petit tournant jumpy, là, je l'aime encore moins qu'avant. Je sais pas pour toi. Moi, ça va, j'ai rien contre lui. J'ai l'impression, en fait, c'est un truc que je déteste dans le catch, évidemment, mais j'ai l'impression que rien de ce qu'il fait ne fait mal, en fait. Mhm. J'ai l'impression qu'il met pas d'intensité dans son travail, que quand il fait des clés de bras, des trucs comme ça, il met vraiment pas l'effort pour faire croire que ça peut faire mal. Il le fait extrêmement légèrement et tout. On voit que t'as jamais été dans le ring, hein, parce que Ouais, je sais pas. Bah là, franchement, j'ai l'impression. Alors, tout le monde fait bien son taf, sauf Marc Mero, parce que là, dans ce show, j'ai vraiment l'impression que Marc Mero ne fait pas mal, alors que tout le monde, que tout ce qui est porté doit être douloureux, sauf mhm. les offenses, les attaques de Marc Mero. J'ai du mal avec lui, franchement. Alors c'est dans ce match, je sais pas pourquoi, que je l'ai capté que entre Wayne's World et tous les mulets, il y a un mec au premier rang qui a une grosse veste des Charlotte Hornets, Mhm. qui doit être en triple XL, alors que le mec a la gueule et le physique du mec dans le New Guy. Je sais pas si tu te souviens de ce film. C'est quoi New Guy? Un film. Ça Allez, je s'appelle l'ai. le New Guy? Ouais, The New Guy. C'est-à-dire toi en maigre. Oh merde, moi en maigre. Putain, on le Ouais. voit pas, le gars, quoi. Ouais, 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 genre dans New Guy Ok. movie. Bah, tu sais, les années 90, c'était les époques baggy, hein. Moi, j'avais des maillots de basket en triple XL qui m'allaient à la cheville, hein. Mhm. Donc, tous les codes du basket américain à l'époque, c'était la largesse. Par contre, quand même, la veste des Charlotte Hornets, alors qu'on est à Indianapolis, c'est un peu fort de café parce qu'il était quand même plutôt bien loti, là. Ils étaient bien lotis à Indiana à cette époque. C'était la grande époque d'Indiana en NBA. Les Pacers. Tout à fait, Reggie Miller.
Je n'ai aucun souvenir de ce garçon. D'accord. Donc voilà, donc il y a un mec qui lui ressemble avec un donc il fait 11 kg et demi et il a une veste, effectivement, comme tu l'as dit, 11 XL. Et Bah donc, ouais. Triple H, vient pour Triple H faire, vient. oui, alors, Triple H vient. Alors on ne sait pas trop pourquoi, Triple H vient maintenant. Bon alors il y a Mister Perfect effectivement parce qu'il est là pour le côté intercontinental, machin truc. Il fait du rififi Pour remplacer Jim Ross au commentaire qui est parti. oui effectivement, ah oui, oui, c'est vrai, on a oublié de mentionner ça, c'est vrai. Donc, alors effectivement, il est obligé de venir faire chier Mister Perfect maintenant qu'il est aux commentaires, et il est pas allé le faire chier quand il était dans les vestiaires avant. Oui, c'est beaucoup trop central tout ça. C'est beaucoup trop central. Non mais à Ça la prend limite, place dans s'il y trop de avait matchs. oui, mais alors, s'il y avait eu demain Oui, c'est ça. le Triple H, Mister Perfect avec un truc incroyable et effectivement Mister Perfect qui remet ses bottes de catcheur depuis, c'est quand la dernière fois qu'il a catché? Survivor Series 93? 93, ouais. Ouais, donc ça fait quand même, 3 ans, quoi. Si c'est un truc qui se finit en grande pompe comme ça avec, le retour unique de Mister Perfect, mais tout ça, c'est pour rien et c'est quand tu te dis ça, tu dis: «Putain, quand même, franchement les gars, quoi, vous avez du courage à vous foutre de la gueule des gens qui vous regardent, quoi». Oui, Et et ce qui est fou, c'est que c'est, là, en regardant tout ça, tu te dis: «Bah, c'est pas un truc récent qui dure depuis 2 ans, hein, de faire de la pub et de faire des machins de trucs qui ne vont jamais avoir lieu». oui, c'est vrai. Et à l'époque, d'autant plus que les shows sont plus courts et que là, on a un pay-per-view d'1h40 où on voit quasiment 20 minutes de Triple H contre Mister Perfect si on additionne tout. Et voilà, c'est pas des shows qui durent 3 heures, hein, c'est des shows qui durent Mmh. 1h40 et on a quasiment, je sais pas moi, un cinquième, un sixième, j'en sais rien, mais en tout cas une grosse dose de cette rivalité-là, sachant que ça ne mènera à rien. Ça prend quand même Voilà. beaucoup, beaucoup, beaucoup de place sur des shows qui sont quand même beaucoup, beaucoup plus courts que maintenant. Mmh. Marc Mero remporte le match avec son Shooting Star Press, le Wild Thing. Et pour Oui. répondre à ta question que tu m'as posée il y a 7 minutes, j'ai trouvé que ce match était vraiment très cool. Oui, ça va, franchement ça va. J'ai trouvé que c'était dans l'exécution, j'ai beaucoup de mal avec Marc Mero, mais j'ai trouvé que dans la construction, c'était plutôt bien. Je pense que Mmh. Goldust je donne le crédit à Goldust d'avoir réussi à articuler un match, propre avec Marc Mero en lui disant juste, en gérant absolument tout et en lui disant juste de temps en temps: «Tu fais tes petits, floppy floppy là et flippy floppy» et ça passe très bien au final. Franchement, c'était un bon match de championnat intercontinental. Vader contre Sid pour Ça par contre, c'était pas un bon match. déterminer l'aspirant numéro 1 au titre de Shawn Michaels qu'il va affronter au Survivor Series. Et d'ailleurs, Shawn Michaels est au commentaire. Alors, dans ce match, Vader est booké comme de la même manière que depuis des mois et des mois. Il arrive à dominer, il se rapproche de la victoire, et de nouveau, il est frappé d'un péché d'orgueil, et il en Ouais. veut trop. Oui, C'est oui, fou, j'ai quoi. trouvé, On a l'impression que qu'il est obligé de catcher comme ça, que ce soit contre Aldo Montoya ou Sid, quoi. oui, c'est ça. Bah, j'ai l'impression qu'ils essayent, de le protéger un petit peu en disant que voilà, ce qui cause sa perte, ce n'est pas son talent ou machin, mais c'est plutôt le côté psychologique ou le comme tu dis, le péché d'orgueil. Sinon, Mmh. s'il n'avait pas ça, il gagnerait contre tout le monde et ça, on le comprend. Par contre, moi, j'ai trouvé que c'était pas un bon match de catch et j'en attendais pas, monts et merveilles, mais par contre, j'attendais une bagarre de brutes qu'on n'a absolument pas eu. Mmh. Je trouvais que Vader avait l'air, complètement désintéressé dans ce match, pas pour toi, mais j'avais vraiment l'impression qu'il n'avait rien à foutre. Ben, Heu, je ne partage pas cet avis parce que j'ai ah trouvé ouais? que même si c'était pas, folichon, c'était malgré tout, à peu près dynamique et surtout court. Court, oui, ça dure 8 minutes. Par contre, tu parlais avant de mensonges ou de promesses non tenues. Tout le vidéo package qui a lieu avant le match, tourne autour d'une seule question: qui a la power bomb la plus dévastatrice à la WWE? Est-ce qu'on voit une power bomb dans ce match, Yann Colby? Comment veux-tu que qu'on en voie une? Parce que je pense que d'une part, c'est très compliqué de la faire sur Vader sans le tuer. Hashtag Mmh. sold out 98. Tout à Et, fait. et l'inverse, peut-être que Sid soit ne voulait pas la prendre ou ne pouvait pas la prendre.
je comprends tout à fait ce que tu es en train de me dire, mais alors ne vendons pas ce match comme la bataille des powerbombs. D'autant plus que Shawn Michaels, quand on lui demande son avis, il dit bah, tu sais, je me suis fait rosser la gueule par Sid, je me suis fait rosser la gueule par Vader. Ah, dans tous les cas, ça fait mal, quoi. Et surtout que mon calendrier, il est vraiment difficile. Inhumain. Hein. Ouais. Ouais. Donc oui, non, franchement, c'est pareil. Ils mettent tellement l'emphase sur la powerbomb, bon, c'est le centre de leur storyline. Et il n'y a pas de conclusion à ça. La victoire, elle est via chokeslam. Alors certes, c'est Vader et c'est pas facile, mais le chokeslam décolle à 1 mètre du sol. Et c'est fini. Sans powerbomb. Tu sais ce qui m'a frappé dans ce match avant tout? Oui, C'est que les cheveux de Sid, ce sont des nouilles chinoises en sachet. exactement. Ça, par contre, c'est très vrai. Non, mais Ah, franchement, et quand j'ai tilté là-dessus, j'arrêtais pas de regarder ses cheveux en me disant putain, c'est des cup noodles. ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, je l'aime bien avec les cheveux un peu plus courts comme ça que quand il a les cheveux plus longs. Sid. Et par contre, voilà, on est obligé de le dire dans toutes les reviews. Quelle star, putain, quoi. Franchement, son entrée, là, quand il fait les fist bumps aux gens, là, putain. Beaucoup trop de greatness chez Sid. Bah, la Mais très déçu. rétrospective. Moi, très déçu Ouais, par ce match, quand même. Je ouais, m'attendais à bah, une bagarre d'ours, là, et il n'y a pas eu du tout. moi, j'ai pas. Peut-être que parce que j'en attendais rien. Peut-être que j'attendais rien du pay-per-view, donc je m'étais dit bon, c'est pas, ça va quoi. Mais maintenant qu'on est arrivé à Buried Alive et que Sid va officiellement affronter Shawn Michaels au Survivor Series, euh, vu que le business pue l'âme et qu'il Oui. faut attendre un pay-per-view majeur et qu'il faut donner éventuellement la ceinture à quelqu'un qui puisse chambouler un petit peu ça, effectivement, Sid est un choix incontestable. Ah oui, 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 moi je me rappelais pas du tout. On l'avait déjà dit lors de son retour international incident, etc. Enfin, la montée en puissance de Sid a été extrêmement rapide. Je ne me rappelais pas du tout que Sid était à ce point-là une superstar en 96. Ouais. Moi, je me Il souviens qu'à est... l'époque de. On va voir comment ça va être vendu là dans les Raw ou jusqu'à Survivor Series, mais quand j'étais petit, je me souviens que c'était très très présent la manière dont ils avaient construit cette feud autour de l'amitié des deux. Parce que Shawn Michaels monte sur le ring et il va lever le bras et va féliciter son futur challenger. Oui, oui, c'est vrai qu'on... Oui. Bah écoute, j'ai hâte de voir, hein, ça peut être intéressant. Il y a une base solide pour monter une rivalité de qualité. Leur ancienne Alors en amitié. parlant de qualité, donc c'est incontestable de donner la ceinture à Sid, mais il faut pas lui donner un micro. Pourquoi donc? Bah parce que là, il y a une interview post-match avec Le doc. le doc, Jim Ross et Sid. Et là, Sid, il parle et il bégaye 14 fois en une demi-phrase. Il y a des blancs, il y a des machins. Et tu te dis, oh, au secours, putain. Et il me semble, spoiler, que c'est la même chose lors de It's Time dans son match avant Bret Hart. Où pareil, il s'arrête et il fait, ah, sorry, sorry. Et il y a quelqu'un qui dit, non, mais on est en direct là. Non, non, il est magnifique. Magnifique, Sid. Il a ce côté toujours divertissant. Quand c'est super, c'est divertissant, et quand c'est nul, c'est très divertissant aussi. Sid n'est jamais, ne provoque jamais pas de réaction chez moi, tu vois. Ouais. C'est un des rares catcheurs. J'adore, mais je pense que je suis pas du tout objectif. Et pareil, quand il passe de hurler à chuchoter, là, c'est des grands moments de catch. Et puis il ferme les yeux avec tellement de force. Comme ça brille. Exactement. Il est différent de nous tous. Il est le maître et il est le maître. Le master and the ruler. En français, Ouais. ça ne donne rien du coup. Ouais. Bah, le maître est le maître. Ouais, je cherchais un jeu de mots, mais c'est pas venu. Buried Alive, main event. Undertaker contre Mankind. Alors, le clip, franchement, j'ai trouvé génial. Ouais. Oui. 2 personnages forts qui sont bien mis en avant par une vidéo assez brillante. Très brillante. Oui. Oui, oui, oui. J'ai bien aimé que ça commence vraiment cash, que ça se met sur la gueule immédiatement. Oui, mais c'est le premier match unsanctioned de l'histoire de la WWF. Oui. Il est à la hauteur de l'événement. Oui.
Qu'est-ce qui se passe dans ce match? Il y a quand même Undertaker qui saute de la 3e corde vers l'extérieur du ring. Oui, je pense que c'est à débattre, mais c'est peut-être l'Undertaker qui prend le plus de risques dans ce match. Ou en tout cas qui Mmh, sort le plus de sa zone de confort pour faire des trucs un petit peu conventionnels par rapport à ce qu'il fait d'habitude. vas-y, poursuis. Bah, je sais pas, je trouve qu'il fait donc, comme tu l'as dit, il fait son saut, de la 3e corde vers l'extérieur. Il fait un espèce de clothesline par-dessus les barricades et cetera. C'est des choses qu'il ne faisait Mmh. absolument jamais et moi je trouve que les plus gros moments genre: «Oh putain!» c'est des attaques de l'Undertaker. Alors que je m'attendais pas forcément à ça. Je m'attendais à des bumps de Mankind parce que ça faisait encore une fois extrêmement longtemps que je n'avais pas vu ce match. Je m'attendais à des gros bumps de Mankind, il y en a pas forcément. Ouais. Par contre, c'est à chaque fois que j'ai ouvert la bouche, c'était vraiment genre, «Putain merde, Undertaker quoi». Donc j'ai Notamment trouvé quand il qu'il se prend avait le coup de chaise. Putain, ce coup de chaise, il est magnifique. Dans la oui, tête. oui, oui, franchement c'est ben voilà, il y a la chaise qui rentre en jeu, et alors, bon, hurlement, est-ce que tu sais où est le hurlement? Quand attends, je vais essayer de trouver la photo parce que je crois que je l'ai. Ah, Oui, oui, bah, je pense. est-ce que c'est un vrai hurlement ou c'est un hurlement, plus de peur que de mal? Ah moi j'ai trouvé, je me dis: «Qu'est-ce que j'ai f waouh!» Non, je pense que c'est un hurlement qui combine tout. Est-ce qu'on est d'accord que c'est Undertaker qui fait un espèce d'Alabama Slam, Non, c'est pas ça. Ah OK. Alors Quand ils sont près vas-y. des escaliers? Ah! Ah oui, ah oui, ah oui, mais ah oui, oui. Donc c'est pas à la basse lame, c'est genre le Celtic Cross de Sheamus, mais sans retenir la tête en Ouais, dessous. Donc en fait, il tient Mankind qui est, tête à tête l'envers en dans bas. le dos. Voilà, donc là, Mankind, il est le ventre sur le dos de l'Undertaker en train de lui lécher le fion, tu vois? Il tient juste les Exactement. jambes ici pour ne pas qu'il tombe, mais Ouais. il tombe quand même, c'est-à-dire qu'il s'assoit sur sa gueule en l'écrasant sur les escaliers et en plus, heu, ça rend absolument pas, quoi. Je me suis dit: Ah non, non, non. qu'est-ce que c'est que cette mauvaise idée et qu'est-ce que c'est que j'en sais rien quoi, cette prise de risque pour un truc qui est moche quoi, qui fait ni bruit ni rien. Le public, les 3/4 de la foule ne l'ont pas vu parce que c'est Oui, en oui. catimini au bord du ring. Ouais. Ah mais je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» J'ai jamais revu un truc pareil de la part d'Undertaker où en fait, tu as vraiment l'impression que l'action va se passer devant, qu'il va ramener Mankind devant et en fait, il se laisse tomber en arrière, une espèce de cop qu'il a, sur les escaliers, quoi. Cop Killa avec le cul. Incroyable, incroyable. D'une violence dingue et tu te dis: «Bon, alors oui, j'ai dit que Mankind prend pas de gros bumps, excusez-moi, je c'est pas Undertaker vrai». s'assoit sur sa gueule. Dans les escaliers. Ouais, ils passent quand même, pas mal de temps dans le ring les 2 avant qu'ils commencent à essayer de s'enterrer mutuellement, hein. Oui. Il y aura 2 passages cimetière. Il y aura un premier et puis après ils reviennent un petit peu dans le ring et ils y retournent pour la fin du match. Oui, un peu de création de drama, dans la tombe et alentour pour teaser une possible fin du match, mais à chaque fois ils reviennent dans le ring effectivement Mmh. avec, à chaque retour dans le ring est un peu plus violent, le 2e il y a voilà une chaise, il y a l'escalier, c'est un vrai match hardcore en fait. C'est peut-être un des premiers matchs hardcore, à la WWE en fait. Bah, le Boiler Room. Oui, mais genre hardcore alors plutôt dans le ring, tu vois ce que je veux Mmh. dire? Visible par les spectateurs. Ah, King of the Ring aussi, il y avait des coups de chaise, il y avait un backdrop à l'extérieur du ring sur des chaises, il y avait les escaliers. Ouais, ouais, c'est Sinon, il y vrai, c'est vrai. a alors sinon, qu'est-ce que tu veux d'autre? Il y a Mind Games aussi, le main event de Mind Games qui était pas mal hardcore. Oui, mais tu vois, je sais pas comment m'exprimer. Poursuis, peut-être que je vais réussir à structurer ma pensée. Là, le but du match et le hardcore, là, l'utilisation d'armes, etc. Les autres matchs, c'était des matchs traditionnels qui ont dégénéré Dégénéré. en Mmh. bagarre, tu vois. Là, c'est vraiment immédiatement un match qui est tout de suite violent et il est destiné à l'être, en fait. Mmh. Je sais pas comment exprimer l'idée. D'accord. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment très fun et super surprise parce que je me souvenais plus du tout que c'était aussi fun que ça. Quand ils sont dans le retour dans le ring, bah, ça commence à pas mal chier et ensuite Oui. l'Undertaker porte la pierre tombale sur Mankind. Moi, ça m'a Ouais. un petit peu surpris parce que je me dis: «Bon, c'est pas super malin parce que maintenant, il faut se taper le mec, il faut l'emmener jusque dans le cimetière». Oui. Oui, c'est vrai.
Bah, c'est comme quand tu fais des méga finishes dans des Royal Rumble où après tu dis putain merde, il faut que je passe par-dessus la troisième corde. Oui. Et donc là, Exactement. bah, Donc, évidemment, ça ne loupe pas. Mankind se réveille un petit peu et oui. la baston reprend de plus belle. Donc ouais, ça se bastonne près de la tombe, là, en fait. Hein. Sur la butte. Oui, alors moi, par contre, j'ai quand même hurlé parce que au milieu de toute cette baston avec la terre, et tout ça, il y a un moment, les deux sont en haut et l'Undertaker chope Mankind. Et puis alors, la caméra, elle est au niveau des mecs. Donc quand ils sont Ouais. debout sur la pelouse, comme disait Fabien, eh bien, tu vois quand même que c'est assez haut si jamais tu dois tomber de là-haut jusqu'à par terre, tu vois. Mhm. Et à un moment, il y a Undertaker qui prend Mankind pour un bras à la volée. Et je me dis, bon, effectivement, on a vu pas mal de saloperies de la part de Mick Foley, hein, genre SummerSlam 96. Oui. Ouais, quels sont les trucs aussi horribles Spring Stampede ou Slamboree 94 où ils sont sur la rampe qui mène vers le Ah, ring à la avec les Nasty WCW Boys là. et le mec le pousse juste en arrière, quoi. Il tombe en arrière, par terre, quoi. Donc voilà, mais là c'était quand même vachement plus haut, tu vois. Oui. Et j'ai quand même hurlé parce que Undertaker, il le fait, quoi. Il fait le bras à la Oui. volée, alors il tombe pas par terre, mais heureusement il roule un petit peu sur la terre, mais au moment où il était prêt à l'envoyer, je m'étais dit putain, l'horreur, quoi. C'est quand même tout un métier catcheur. Ah, tout à fait. C'est pour ça que j'ai Tout à arrêté. fait. Il fait aussi. Ah mais non, attends, ça c'est parce que du coup là, on est à la fin du match là, quasiment à ce moment-là. Oui, mais Mankind n'est pas le seul qui va propulser parce qu'à un moment, il y a des Bah, c'est Undertakers, ça. des arbitres qui arrivent. Il va aussi les puncher. Et là, les mecs, pour le coup, bah, ils sont aussi en haut de la butée. Et les Oui. mecs, ils sautent, quoi. Enfin, ils Ah prennent ça, des moi j'ai bumps vraiment adoré incroyables. parce qu'il en pousse au moins deux ou trois qui bump du haut de la butte et vraiment à chaque fois parce qu'ils ont pas du tout le même poids que Mankind. À chaque fois, t'as l'impression qu'ils s'envolent quoi. Ouais. Franchement, c'est assez impressionnant et ça c'était vraiment cool. Mais ça, par contre, je crois que c'est après la victoire de l'Undertaker Est-ce que c'est parce que après? oui, parce que justement ils viennent l'arrêter parce qu'en fait il a gagné. Et il y a un chokeslam donc dans la tombe. À partir de là, Undertaker fait des petits coups de pelleté pour recouvrir Mankind. Et ce qu'on comprend pas trop bien, d'ailleurs, on nous a jamais expliqué les règles du match, hein, à aucun moment. Bah, c'est Euh, unsanctioned, donc c'est pas leur problème. Hein. c'est vrai. Mais c'est que à quel niveau de terre, à quel niveau de recouvrement de terre tu es Ouais. considéré comme enterré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, Undertaker recouvre Mankind quoi, d'un un petit centimètre, on va dire ça comme ça. Mhm. Et là, les arbitres, donc signifie la fin du match. L'Undertaker veut continuer et c'est là qu'il les jette tous. Mais tu te dis, en fait, il n'est pas vraiment enterré vivant du tout, en fait, là, parce qu'on le voit encore. Oui. Donc, je ne sais pas où aurait dû se situer la jauge pour que je sois satisfait. Eh ben, on t'a donné de bonnes réponses plus tard parce que là, au moins, tu peux plus tu peux plus avoir de doute. Oui. Parce qu'après ça, donc, on a des interventions en tout genre de tous les heels de la planète, notamment Goldust et Triple H, on ne sait pas ce qu'ils foutent là, Justin Hawk Bradshaw, Oui, et Crush, 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 et et un l'exécutionnaire. mec, et l'exécutionnaire, qui n'est jamais mentionné d'ailleurs. Exactement. Parce que c'est lui le point de départ. C'est lui Bah, qui c'est lui qui vient intervient en assommer. premier, ouais. Ouais. Oui, il vient assommer l'Undertaker avec une pelle. Il le fout dans la tombe et c'est lui qui commence à creuser. Et là, il creuse pendant une éternité. Mhm. Enfin, ils remplissent la tombe pendant une éternité. Quand je dis éternité, Ouais. ça doit être plus de 5 minutes. Non, non, c'est clair que c'est super long. Bah, c'est beaucoup trop long, en l'occurrence. Et donc, on a une scène qui ressemble un peu à celle du Royal Rumble 94. Ça m'a tout de suite fait penser à ça, où tu as tous les heels de la planète qui se lient contre l'Undertaker. L'Undertaker, en plus, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter toute cette haine? Pas grand-chose. Bah, rien. Bah oui. Qu'est-ce qui justifie que là, Goldust, bon, Goldust, oui, mais alors Bradshaw, par exemple, qu'est-ce qui justifie qu'il vienne aider? Ils se disent, tiens, un danger en moins, c'est le moment? Bah, je sais pas, moi, c'est ce que je te dis, je vois pas pourquoi il y avait, comment il s'appelle, ouais, Bradshaw et Crush. Goldust, Bah, Crush. Goldust, il est quand même plutôt pas mal en rivalité. Ah oui, oui, c'est vrai, pardon, oui, Goldust, oui. Oui, mais voilà, et Triple H. Oui, c'est ça. Bah là, c'est tous les heals présents. Triple H, il est quand même, il feud avec Mister Perfect, là. Il a peut-être autre chose à foutre que de se soucier d'enterrer l'Undertaker alors qu'ils sont déjà 6 dessus, tu vois, avec le mec qui est déjà sous 1 mètre de terre.
Moi, je suis catcheur et je suis loin de la vie d'Undertaker. Ça me va très bien. Tout à fait. Parce que là, je me dis, oh putain, le mec, il se fait enterrer. Il y a quand même moyen qu'à un moment donné, il revienne. Moi, je reste très très loin de cette affaire. Hein. Comme de ton micro? Je reste très très loin de cette affaire. Non, non, je me mêle pas de la vie de l'Undertaker si je suis catcheur. Évidemment que non. D'ailleurs, Paul Bearer, c'est pareil. Il jubile, il fait ah, l'Undertaker, il a disparu pour toujours, il est mort. Vas-y, mec, tu nous as dit pareil le mois dernier. Tu peux pas. Tu vas revenir dès demain soir, il va t'enculer, tu vois. Tu regardes pas le catch ou quoi, toi? Non, mais bon, c'est longué, hein, franchement, cette fin avec les pelles. C'est longué avec les pelles, bah dis donc, ça c'est très progressiste. Hein. Donc l'Undertaker a gagné le match, mais visiblement il est mort, hein, il est enterré, donc comme on est sous la terre, voilà. Et grâce à un subterfuge technique de scène, l'Undertaker arrive à ressusciter, ou en tout cas à montrer qu'il est toujours vivant. Donc il y a la main qui sort de la terre, qui fait comme ça, là, qui tournicote, genre je suis toujours là, je suis toujours là. Genre Mais ce qui est Shredder dans les fabuleux, Tortues Ninja 2. c'est que le mec attends, donc il est enterré ici, ok. Ouais, c'est ça. Il n'est pas enterré là où il y a la main. Voilà, il est enterré ici. Et sur cette photo, normalement, en fait, le panneau, il est à côté du gazon qui est à gauche derrière le cul de l'exécutionneur. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc si l'Undertaker doit sortir la main vivante de la tombe, c'est ici, dans la terre. Oui. Pas Sauf dans que non, l'herbe à côté. sauf que le mec, il a ripé, comme Christophe. Il a bougé sous terre de 1 mètre. Et au lieu de sortir, il reste sous terre, peinard. Et ensuite, il sort la main de la pelouse en disant bon, voilà, je me balade, mais je suis toujours là. Rassurez-vous, les mecs, je reviendrai. Ouais. Moi, c'est tellement cliché et caricatural comme dans les codes de l'horreur que j'ai trouvé ça vraiment cool. J'aurais été triste qu'il le fasse pas. Parce que le visuel, non mais c'est vrai, le visuel de la main, c'est ça qu'on veut en fait. Tu le vois dans tous les films d'horreur, etc., etc. Et je trouve que c'était parfait de le faire. Oui, ça par contre, visuellement, c'est sûr que c'était quand même bien et c'était une bonne fin de show parce que là maintenant, moi je me Oui. dis, qu'est-ce qui va se passer lors de Monday Night Raw du 21 octobre, demain là? Oui. Est-ce Sachant qu'il que est par parti? contre, pour être un tout petit peu rabat-joie, là on est adulte parce qu'évidemment qu'on se posait pas ces questions en 96, mais c'est vrai Parle qu'il est pour quand toi. même Hein. il est censé être mort déjà le mois dernier. C'est quand même un peu beaucoup. Parce que là, ça fait 2 fausses morts en 1 mois. Attends, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi il était mort le mois dernier? J'ai déjà oublié. C'est pas le mois dernier, alors peut-être c'était il y a 2 pay-per-view? Quand il se fait Ah bah trahir. oui, non, c'était après le SummerSlam où les druides Oui, l'ont voilà, emmené du ring c'est parce ça. que quand un druide t'emmène, Tu es mort. le coup de la bavure et le coup de l'urne égale la mort. Oui, oui, c'est ça. Donc là, voilà. Bon, par contre, cette mort-là est un peu plus significative que l'ancienne mort, parce que cette fois-ci, Car il a été enterré. voilà. Non, déjà visuellement, il a l'air plus mort que la dernière fois, mais c'est surtout en termes de répercussions, il va y avoir un changement. Quand il va revenir, il aura plus le même look, il va rentrer dans un truc un peu plus gothique, etc. Là, on rentre dans un premier tournant de la carrière de l'Undertaker, je trouve. On va voir. Moi, je me souviens que même en tant qu'enfant, j'avais absolument pas aimé sa tenue du Survivor Series. Je me rappelle pas de ma réaction face à ce changement de look. Il avait une Mmh, espèce de larme là, en oui. maquillage. Et je me demande s'il était pas descendu genre semi-chauve-souris ou un truc. Il était descendu en rappel. Oui, c'était un truc un peu plus gothique, c'était plus un truc des ténèbres, c'était plus un truc gothique, je Ouais. trouve. Bah moi, Il y avait un je petit me switch. souviens qu'à l'époque, je m'étais totalement dissocié de la gimmick. Bon, c'était plus le fossoyeur. C'était le vrai soyeur. Voilà, c'est ça. C'était plus le fossoyeur, c'était plus le croque-mort, c'était, un truc un peu plus, un peu plus, Alors, Ministry of Darkness et cetera, quoi. ouais, bah, un peu plus humain d'une manière, parce que s'il a une larme, c'est qu'il admet pleurer. Alors, est-ce qu'il pleure d'être ressuscité? Est-ce qu'il pleure d'avoir été trompé par Paul Bearer? On ne sait pas. Peut-être de s'être cogné pas mal, avant de pouvoir sortir la main là, Ah bah parce oui, que parce ouais, il que était pas terre, gazon, tu vois. c'est ça. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'était un peu dommage parce que
les 5-6 minutes, l'image finale est cool, mais les 5-6 minutes qui mènent à ça, encore une fois, et je trouve que ça fait plusieurs fois, j'arrive pas à situer exactement les exemples, mais ça fait plusieurs fois qu'à la WWE, je suis dans cette position où j'attends quelque chose qui n'arrive pas. Oui. Est-ce que... Alors là, je donne une idée, mais qui est peut-être une fausse bonne idée parce que c'est effectivement ce qu'ils ont fait, mais j'ai pas de souvenir. Est-ce qu'il y a les lumières qui crépitent et il y a les ténèbres qui Oui. retentissent dans la salle pendant qu'ils l'enterrent? Oui, Pendant qu'ils l'enterrent? tout à fait. Ok. Parce que tu vois, j'ai déjà oublié parce que ça m'a. Et d'ailleurs, dès qu'il commence à l'enterrer, parce que je pense que c'est évidemment le petit subterfuge pour le faire sortir de là, dès qu'il commence à l'enterrer, il y a les crépitements, c'est tout noir pendant quoi? Pendant une 10, 15, 20 secondes, le temps de sortir l'Undertaker du truc, quoi. Moi, je pense pas qu'il sorte. Je pense qu'il y avait une Oui, il y fausse a une porte. trappe, oui. Il y a une fausse porte en dessous, quoi. Donc il reste dans le dôme, un petit peu comme le temple de Abu Simbel en Égypte. Non, mais évidemment qu'il passe par une trappe, mais je veux dire le temps de remplacer par une espèce par un pantin ou je sais pas quoi. Ah Il ne oui, sort oui, pas. oui. Un Le temps Tarantino, quoi. d'effectuer un pantin Tarantino. Putain, bien joué. J'en ai perdu ma pensée précédente. Je Oui, ne sais bah, plus. Ouais. subterfuge des ténèbres pour mettre la poupée gonflable. Oui, le dummy, je trouve plus le mot. La poupée gonflable. Oui. 50%. ou, ou bière. Non, ça va. Oh, tu sais que hier et avant-hier, je suis allé travailler chez ma belle famille, car on s'alterne, car maintenant on n'a plus qu'une seule table dans l'appartement. Et comme à moins qu'il fasse vraiment extrêmement froid, je mets toujours des shorts, car je ne supporte plus avoir les jambes recouvertes depuis que j'ai la chance de voyager en pays chaleureux assez souvent. Et pour quand même compenser, parce que le matin il faisait 10-12, un truc comme ça, j'ai mis des grosses chaussettes et j'ai mis mes chaussettes Nix que je t'avais déjà envoyées une fois. Ah. Et qui sont très thick et qui remontent presque jusqu'en haut du tibia. Donc je les remonte genre joueur de foot et ça me chauffe les extrémités car c'est ça qui pêche un petit peu Hein, quand croyant un style intéressant. Oui, mais alors là je m'en bats les couilles. c'est purement pour avoir chaud aux pieds, quoi. Tout à fait. Donc voilà, fin de ce show. Comme on l'a dit avant, très agréable. Très agréable en raison du format, très agréable en raison de... Voilà, le seul match que moi j'ai pas aimé, c'était Sid contre Vader, ça dure 8 minutes. Ben, franchement, le main event, depuis quand même historique. cette année 96, enfin je veux dire niveau pay-per-view, il y en a aucun qui a été mauvais, quoi, à la WWE. Ah si, je me rappelle qu'on en avait pas aimé un. International Incident était peut-être, il y avait rien, et le main event qui était super. Ouais, non, c'était pas celui-là. Il me semble qu'il y en avait un où justement, c'était peut-être Beware of Dog. Ah bah, Beware of Dog, le main event. Ouais, le match de la courroie, le main event quand même était aussi assez cool. Je sais plus lequel c'était alors, mais il me semblait qu'il y avait un pay-per-view que j'avais pas trop aimé. Mais en Slamboree. tout cas, oui, oui, dans la big picture, effectivement, en termes de pay-per-view, c'est largement acceptable ce qui se passe à la WWE. C'est les shows télé qui sont terribles. Oui, oui. C'est très étonnant d'ailleurs qu'on arrive à faire du catch bon, voire très bon de manière systématique et d'être incapable de nous donner envie de le voir. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, je pense que oui, on en avait parlé un tout petit peu pendant Mind Games, mais moi j'ai l'impression que tu vois quand même une évolution. Tu parlais de quand est-ce qu'ils vont commencer à réagir par rapport à la NWE, etc. Moi, je vois une évolution. Je vois une évolution dans la volonté de faire des trucs qui ressemblent un peu à des shoots. Ça, on en avait déjà parlé. Je vois des évolutions, des trucs un peu plus trash, etc. avec Austin, les fuck, etc. Un peu plus de vulgarité, de trucs comme ça. On va le voir sur le changement du personnage de l'Undertaker et tout. Moi, je pense que quand même, maintenant, on rentre officiellement dans la zone où tu vois qu'ils commencent à modifier leurs produits. Oui, mais j'ai l'impression que c'est presque exclusif au pay-per-view, ce feeling, et les petites bribes qui restent de ce feeling pendant les TV, c'est toujours sur des storylines qui sont soit pas là, genre le Livewire avec Ahmed et Farouk, soit des trucs qui sont ridiculisés par essence même avec Razor et Diesel. Oui.
Donc pour le moment, ça ne transpire pas dans la masse du produit, quoi. Dans ce Ah qui oui, oui, non, mais constitue je le je vrai dis pas produit. que ça transpire, hein, je dis juste qu'on voit que ça commence à venir. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on disait après Mind Games, on a hâte de voir la prochaine session d'enregistrement parce que dans mes souvenirs, Austin commençait déjà à être très cool un peu avant le match de Survivor Series. Donc Moi, j'en ai aucun souvenir. j'espère commencer à avoir du vrai bon Austin là dans les prochaines semaines. Il y a Brian Pillman, il y a des événements qui se passent là dans les prochains trucs et c'est des switches quand même. Donc oui, ça y est, on se demandait quand est-ce que la WWE allait commencer à réagir. J'ai l'impression que ça y est, on est dedans. Ils vont commencer à réagir là. Donc Voilà. intéressant, intéressé par la suite. Et donc, rendez-vous demain pour Triple H Mr. Perfect qui n'aura pas lieu. Donc Ouais, c'est ça. maintenant je suis très curieux de voir comment ils vont essayer de se dépatouiller, se sortir de cette merde. Tout à fait. Et le retour de Bret Hart, et je suis très curieux de voir s'il va y avoir déjà interaction entre Bret et Austin, parce que vu le nombre de semaines depuis lesquelles Austin, à chaque fois qu'il a le micro, il dit ouais Bret Hart, t'es un enculé et ton père c'est un vieux crouton. Ah bah là, il Ce faut qu'il serait lui très, casse la gueule minimum, hein. voilà, ce serait très. Je crains vraiment qu'il y ait une interview de Bret Hart qui dure 7 minutes et après il retourne au vestiaire comme si de rien n'était. Mmh. Donc je suis très Écoute, impatient de voir le Raw de demain, d'autant plus que ce sera le premier de la nouvelle fournée, donc ce sera par définition le meilleur des 4 prochains. exactement. Historiquement, peut-être qu'on se trompe. Mmh. On verra ça. Voilà. En tout cas, ce fut un plaisir de regarder ce show et un plaisir de le partager avec toi et avec vous. Eh bien, plaisir, voilà. Je voulais dire partager, mais comme tu as déjà dit partager, voilà. On est bon. Heu, Alors comment rendez-vous dire? demain. Oui, rendez-vous demain. Au Ok. plaisir. Allez, salut Dimitri. Salut.